Économie de Max sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. Au programme aujourd'hui, un dossier spécial, l'égalité salariale homme-femme. Où en est-on aujourd'hui en Israël? Les écarts de salaire varient parfois de 15 à 30%. Comment peut-on l'expliquer et qu'en dit la législation? Quels sont aussi les points forts du modèle israélien? Des chiffres, des analyses et une économiste pour en parler, Élise Brésis, qui sera avec nous dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. On fait d'abord un point rapide sur l'actualité économique internationale avec le rejet hier par le Sénat américain du projet de construction d'un méga oléoduc. Keystone XL, c'est son nom, est censé acheminer chaque jour plus de 800 000 barils de brut extraits en Alberta au Canada jusqu'aux raffineries du Texas. 1900 km de tracé et un coût de plus de 5 milliards de dollars. Les débats ont opposé les défenseurs de l'emploi à ceux de l'environnement. Risque de fuite et pollution pour les démocrates, potentiel de dizaines de milliers d'emplois pour le camp républicain. Et au final, un blocage in extremis du Sénat, donc 59 voix pour, alors qu'il en fallait 60. Pour nous, ce pipeline illustre la soif inextinguible de pétrole qui détruit notre environnement. Quand vous regardez ce projet, il est question d'énergie, il est question d'emploi, il est question de croissance économique. Voilà, blocage donc pour l'heure, et Greenpeace affirme que Keystone XL produirait 24 millions de tonnes de gaz à effet de serre chaque année. En Irak, les combats et l'instabilité semblent avoir bouleversé les itinéraires commerciaux. Les routes traditionnelles du nord du pays sont délaissées pour éviter les zones contrôlées par les djihadistes de l'État islamique. Et cela profite au port de Bassora, situé au sud, qui s'affirme comme la véritable porte d'entrée du pays. Le trafic et le chiffre d'affaires ne cessent d'y croître ces derniers mois. Lorsque le trafic a été stoppé au niveau des points d'entrée dans le nord et l'ouest de l'Irak, les marchandises irakiennes ont été forcées de changer de route. Les marchands choisissent toujours la meilleure route, la plus facile et la moins coûteuse. Cela explique pourquoi les ports du sud de l'Irak et ses points de passage ont été choisis. Au cours des 10 derniers mois, nous avons réalisé une augmentation du chiffre d'affaires de plus d'1 million de dollars, comparé à la même période de l'an dernier. Un détour par l'Indonésie où il fallait sans doute s'y attendre. Les manifestations se sont multipliées au lendemain de l'annonce par le président Widodo d'une hausse spectaculaire des prix de l'essence. Plus 30% via une réduction des subventions publiques à l'énergie. Une mesure dont l'objectif officiel est de doper l'investissement dans les infrastructures avec 11 milliards de dollars d'économies. Doper aussi la croissance à son plus bas en 5 ans au deuxième trimestre, plus 5,1% tout de même. Le prix de l'essence en Indonésie était jusqu'ici l'un des plus faibles de la région. Il sera désormais d'environ 0,7 $ le litre. Cette manifestation exprime notre rejet de la politique du président Joko Widodo. Il retire les subventions et augmente le prix du carburant. L'énergie est un droit élémentaire pour la population qui doit être reconnu. Et puis en Jordanie, le programme alimentaire mondial de l'ONU a permis à un demi-millier d'hommes et de femmes de bénéficier d'une formation professionnelle pour les aider à lancer leur propre entreprise. La Jordanie qui fait face à plusieurs défis. D'abord le poids financier des centaines de milliers de Syriens réfugiés dans le pays. Et en parallèle, le taux de chômage officiel qui se situe autour de 11,5%. Mais des chiffres officieux annoncent le double. Un fardeau pour une économie déjà fragile et à court de solutions. Environ 500 hommes et femmes ont suivi une formation professionnelle et 300 stagiaires sont entrés sur le marché du travail. Ils sont la réussite de ce projet. Dieu merci, nous avons déjà commencé sa seconde phase pour 1000 bénéficiaires. Allez, on en vient au grand dossier du jour. L'égalité homme-femme, une problématique qui touche au social, au culturel et bien sûr à l'économie. Alors globalement, au vu du classement du Forum économique mondial, Israël affiche des résultats honorables et notamment une première place au niveau de l'accès aux études supérieures. Pourtant, beaucoup espèrent davantage et surtout en termes de conditions salariales. Un groupe d'associations tente de faire avancer les choses dans les entreprises privées. Anthony Lesme a assisté à l'une de leurs réunions en banlieue de Tel Aviv. On regarde son reportage. Les Israéliennes devraient travailler 3 mois supplémentaires si elles veulent atteindre le même salaire annuel que leur homologue masculin. Une situation équivalente aux autres pays développés. Peu importe le milieu social, le niveau d'éducation, les différences salariales entre hommes et femmes varient de 15 à 30%. Le Forum économique mondial effectue chaque année un classement sur les inégalités de revenus liées au genre. Sur 140 pays, l'État hébreu arrive à une faible 65e position.
Il a même reculé d'une dizaine de places en quelques années. Une situation qu'essaie de changer un collectif d'associations créé en 2013 et financé par un programme européen. Leur cible, les entreprises privées, pas toujours conscientes de leur management. Tout le monde est surpris de savoir qu'il existe un écart salarial. Tous pensent qu'ils sont bienveillants avec leurs employés et au final, on trouve quand même des inégalités salariales. Ces femmes dressent des audits des différences salariales et essaient de trouver de nouvelles dispositions collectives avec les dirigeants d'entreprises, non sans difficulté. Bien sûr que certains hommes sont suspicieux sur ce qui pourrait arriver à leur salaire. Nous essayons de dire aux employés qu'au final, ils devront considérer l'égalité comme un devoir, que ce serait en définitive inscrit dans la législation. C'est déjà le cas au Canada, en Australie, et c'est notre souhait en Israël. Nous y travaillons. La loi israélienne interdit les discriminations sexuelles, mais nécessite un renforcement des sanctions. Cet été, la Knesset, le Parlement israélien, a adopté 2 nouvelles lois dans ce sens. La première oblige les entreprises à publier les différences salariales par genre, des informations cruciales pour engager des poursuites. La deuxième loi renforce les sanctions en ce qui concerne les discriminations. Selon la loi israélienne, vous pouvez seulement poursuivre les différences de rémunération. Ça signifie que si une femme gagne 2 000 € et un homme 3 000, vous pouvez intenter des poursuites pour seulement 1 000 €, et ce, pour chaque mois que vous avez travaillé. Nous avons essayé et nous avons réussi à donner la possibilité d'intenter une action en réparation pour avoir été discriminée du seul fait d'être une femme. En attendant des progrès dans le secteur privé, le secteur public devrait montrer la voie en créant un environnement de travail égalitaire. Limor Livnat, ministre de la Culture et des Sports, y travaille. Elle dirige le comité de promotion gouvernementale des femmes. Pendant la conférence, elle a appelé à poser, vérifier et comparer les rémunérations. Elle a aussi détaillé les efforts que le gouvernement déploie pour aider les femmes actives. Dans 5 ans, la moitié de la direction générale, les postes de direction les plus élevés dans le secteur public seront tenus par des femmes. Les ministres et les directeurs de bureau seront personnellement dans l'obligation d'exécuter cette décision. Les services civils seront tenus de suivre et ceux qui n'observeront pas la règle ne pourront pas engager de nouveaux employés. Le comité a également recommandé de mettre en place des directeurs exécutifs capables de veiller sur l'égalité et la transparence. Ils auront aussi la charge de mettre en place une certaine flexibilité du travail pour les mères de famille, voire d'externaliser leur travail depuis le domicile. Avec un taux de fécondité de 3 enfants par femme, la question familiale est l'autre grand chantier d'une nouvelle organisation du travail. Voilà, beaucoup de chantiers, on l'aura compris, et des modes de travail qui évoluent aussi. Et nous avons le plaisir d'accueillir pour en parler Élise Brézis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'économie à l'université Bar-Ilan, directrice aussi du Centre Aaron Meyer de politique économique. Alors d'abord, question simple, pourquoi ces inégalités persistent encore aujourd'hui, malgré les initiatives au niveau politique, malgré aussi les sensibilisations? Parce qu'il y a une différence du nombre d'heures de travail. Les femmes travaillent plus à temps partiel, les femmes font moins d'heures supplémentaires. Donc ça, c'est une des raisons essentielles. Et la deuxième, c'est qu'il y a une différence de secteur. Les femmes travaillent surtout dans des secteurs à salaire plus bas. Et c'est l'argument fécondité, d'après vous, qui pèse toujours pour les patrons pour justifier ces écarts? C'est vrai que le côté fécondité joue surtout sur 2 points. Le premier, c'est qu'elles travailleront plus à temps partiel, et donc cela et aussi ne pourront donc pas monter aussi rapidement quand elles travaillent. Et deuxièmement, c'est surtout commencer à travailler. Effectivement, cela peut influencer. Mais je crois qu'en Israël, relativement à d'autres pays, parce qu'on a un système de crèche qui n'est pas trop mauvais, nous avons un taux de participation assez élevé. D'ailleurs, le taux de fécondité, on le rappelle, légèrement au-dessus de 3 enfants par femme en Israël. Alors justement, ces différences, elles peuvent peut-être offusquer au niveau moral, mais d'un point de vue rationnel, économique finalement, est-ce qu'il y a une certaine logique à ces écarts, d'après vous? Alors, l'écart de fécondité, c'est la grande différence entre Israël et les autres pays de l'OCDE. La moyenne des autres pays, c'est 1,7. Alors qu'en Israël, vous avez 3 et un peu plus que 3, c'est-à-dire vous avez une population qui augmente beaucoup. Alors, ça suffit à expliquer aussi la lenteur peut-être des avancées à ce niveau-là. C'est surtout, ça explique pourquoi les femmes travaillent à temps partiel. Mais il faut aussi dire le point très positif en Israël, c'est que alors que le taux de fécondité est bas en Europe, les femmes qui sont mariées,
et qui ont des enfants arrêtent de travailler parce qu'elles n'ont pas un système de crèche aussi sophistiqué qu'en Israël. Alors en Israël, justement, on parle beaucoup aussi des congés de maternité qui sont assez courts, 3 mois environ. 1 an, par exemple, au Canada, ça fait quand même une grosse différence. Est-ce que vous voyez quand même des avantages à cette durée assez réduite, finalement ? Absolument. Je pense que vouloir augmenter, c'est vouloir a priori faire quelque chose de positif, mais finalement ce sera très catastrophique. C'est parce que les femmes rentrent très rapidement de retour dans le monde du travail qu'elles arrivent à s'y tenir, que le taux de participation des femmes est élevé, et finalement, même psychologiquement, il a été prouvé que le stress à la maison est plus important que le stress au travail. Alors justement, vous contredisez cette théorie qu'on entend parfois, auprès de certains économistes de renom, comme quoi bien, la femme au foyer, elle produit de la richesse et que finalement, ça devrait être aussi intégré dans le calcul du PIB. Les enfants, il a été prouvé que les enfants qui ont été placés relativement tôt, je ne dis pas à 0 mois, mais à partir de la première année, dans des crèches ou dans des systèmes, ne sont pas du tout moins développés et des fois plus développés que des enfants qui restent à la maison. Donc, il n'y a vraiment aucune preuve que la femme à la maison, c'est préférable. Alors on sait, Élise Brévis, que vous êtes aussi une spécialiste des élites. Au niveau des élites, quelle est la tendance ? On pense à Karnit Flug, qui a quand même été nommée à peu près 1 an première femme gouverneure de la Banque centrale. Est-ce que ça avance vraiment dans ces niveaux-là ? Oui, je pense. Regardez en Israël, vous avez aussi à la tête du ministère des Finances, vous avez une femme, vous avez actuellement de plus en plus de femmes dans des banques. Politique aussi, les milieux d'affaires, les finances. Et dans des banques. Et ça, c'est nouveau, c'est une tendance qui est récente ? C'est une continuation et je pense que ça va continuer. Donc le problème des femmes n'est pas actuellement le grand problème d'Israël. De ce point de vue-là, il y a des problèmes beaucoup plus importants. Il y a des problèmes plus importants et qui sont liés en fait. Parce que le problème des inégalités en Israël arrivent et viennent du fait que s'il y avait plus de crèches et les enfants étaient plus développés dans les crèches avec des crèches de meilleur niveau, on pourrait baisser l'inégalité en Israël et dans les autres pays. Ouais, donc tout démarre déjà au plus jeune âge. Du côté du high-tech, Élise Brévis, on en parle quand même, le high-tech, un secteur majeur en Israël. Est-ce que c'est un secteur qui est peut-être plus adapté justement à cette égalité homme-femme ? C'est vrai, je voudrais quand même revenir au point de l'éducation, et je passe tout de suite au high-tech. Il faut savoir qu'on a toutes les preuves actuellement que le développement se fait entre 1 et 5 ans. C'est-à-dire, si entre 1 et 5 ans, vous faites des différences, vous réduisez les différences entre enfants de niveau, de milieux sociaux développés ou pas, c'est là que vous réduisez vraiment l'inégalité. Et là, donc, je viens au high-tech, qui est justement un des moyens de se développer. C'est sûr que si vous avez un développement d'un secteur qui demande énormément de travail physique, les femmes ne peuvent pas se développer là-bas. C'est vrai que nous avons actuellement de plus en plus de secteurs où nous avons le développement du capital humain, et là, les femmes peuvent se développer tout aussi bien, mais là aussi, ça prend du temps. Et au niveau régional, vous situez Israël quand même dans la bonne moyenne ? Israël est certainement dans la bonne moyenne parce que jusqu'à présent, les lois sociales étaient vraiment tout à fait adaptées. 3 mois, rentrer tout de suite dans le travail et des crèches. Merci beaucoup, Élise Brévis, d'avoir accepté notre invitation. Et on va passer au Media Watch. Et on part au Venezuela pour cette revue de presse, un pays confronté à une inflation, donc c'est endémique et qui a pris certaines mesures insolites. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors quand on dit insolite, Johanna, interdiction d'acheter plus de 5 vêtements par mois chez Zara. Oui, effectivement, tout a commencé en décembre 2013 lorsque le gouvernement vénézuélien oblige les enseignes de mode à baisser leurs prix et Inditex, le groupe qui détient entre autres Zara, Bershka ou encore Pull&Bear, obéit et diminue ses prix de 50%. Le problème, c'est que les gens se jettent littéralement sur les vêtements qui sont devenus donc très très bon marché et ça provoque des ruptures de stock, qui doivent être limitées et Inditex décide donc d'instaurer quelques règles. Alors la première règle, c'est que les magasins ne doivent pas ouvrir avant 11h. Ensuite, ils sont fermés le lundi mais aussi le dimanche. On ne peut pas mettre de vêtements de côté. Et puis la quatrième et dernière règle, la plus importante, les achats sont
rationnée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter, comme vous l'avez dit David, plus de 5 vêtements par mois, plus de 5 articles par mois, 3 hauts et 2 bas, c'est très précis. Et pour vérifier que les Vénézuéliens appliquent bien ces règles, les clients sont étroitement surveillés, donc il n'y a aucun moyen de tricher. Une bien étrange situation. Et puis bien un dommage. zoom, Johanna, sur une application Apple Tree, le pommier en français. De quoi s'agit-il ? Alors, Apple Tree, c'est une application dont l'objectif est d'encourager ses utilisateurs à ne pas trop utiliser leur téléphone portable, mais à plutôt privilégier les rapports réels, les face-à-face. Alors comment ? Lorsque deux personnes sont ensemble, leur smartphone se connecte, se détecte mutuellement et un pommier virtuel pousse sur leur écran. Et plus ils restent l'un à côté de l'autre, plus le pommier sera grand et plus le nombre de pommes sera important. L'idée est loin d'être exceptionnelle, mais en tout cas, elle est assez originale et ça séduit puisque les 3 étudiants singapouriens qui ont mis au point cette application Apple Tree ont remporté cette semaine $30,000 pour développer cette application qui devrait voir le jour en mars prochain. Voilà, Apple Tree qui prône donc un retour au réel plutôt que le virtuel. Merci Johanna. Mais via le virtuel. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. L'évasion fiscale et la Syrie notamment seront au programme et l'info continue. Restez avec nous.